Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Oui, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre première émission de Rayon d'espoir. Et nous allons passer bientôt à la présentation de l'équipe. Mais juste avant, nous allons avoir la prière avec Sœur Landel. On ferme les yeux. Éternel, roi de tout l'univers, notre Dieu, notre Créateur, tu es tout pour nous. Merci pour tout ce que tu fais, ce que tu feras pour nous, ce que tu as fait dans le passé. Nous sommes devant ta majesté en ce moment. Nous voulons te demander d'envoyer ton Esprit Saint parmi nous. Nous voulons aussi te dire merci parce que tu veux notre bien. Tu nous dis que ton souhait pour nous, c'est que nous soyons en bonne santé. Tu veux que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Alors que nous allons en partager, écouter des conseils pour notre bien-être mental. Nous te demandons de nous assister et de permettre à ce que chacun de nous puisse être édifié pendant ce moment. Pardonne-nous pour nos fautes, exauce nos prières. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde encore une fois. Bienvenue à notre première émission de Rayon d'espoir. Nous avons un sujet très important aujourd'hui. Ce sujet est la santé mentale. Comment surmonter la santé mentale ou l'anxiété et la dépression en période de crise? Et juste avant de présenter nos présentateurs, nous allons avoir un chant spécial par Natou. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous jouer You Are My All in All. Nós somos só ouvindo me mal sound. Hasta data desse vai mais desse.
On dit que janvier-février, c'est la saison des REER ici. Mais j'ai déjà... So, nous allons dire merci à Natou. Amen. Elle nous a donné un instrumental de You Are My All in All. Et nous savons que Jésus est tout pour nous et que si nous nous confions en lui, nous avons tout. Merci Natou pour ce morceau instrumental. Et maintenant, nous allons présenter l'équipe avant de passer à nos animateurs. C'est que l'équipe Rayon d'Espoir, je pense, a été fondée peut-être au mois de novembre, si je me trompe pas. On a regroupé plusieurs talents afin de rayonner dans ce monde, de ce monde perplexe. Et nous avons eu Dari et Israéline qui ont formé cette équipe. Et beaucoup d'entre nous ont répondu à l'appel de Dieu. C'est peut-être pas eux qui nous ont mis sur leur chemin, c'est Dieu, mais on est tous réunis afin de rayonner pour lui. Et notre verset est « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Isaïe 60, le verset 1. Fait que, si Dieu brille sur nous, nous devons briller sur les autres. Et nous avons vu durant cette pandémie combien de personnes vivent dans le désespoir. Et nous autres, notre plan en tant que chrétiens, enfants de Dieu, est de semer l'espoir. Et nous allons passer à différents sujets. Nous allons présenter peut-être à chaque 2 semaines des différents sujets afin d'emmener l'espoir. Beaucoup de gens ont beaucoup de questions sur beaucoup de thèmes et ne savent pas si Dieu a vraiment les réponses. Alors, cette plateforme, Zoom, audiovisuel, vont permettre à d'autres personnes d'avoir cet espoir. Et ce soir, nous avons un thème et nous avons sûrement reçu l'affiche sur les réseaux sociaux ou par email, par un ami. Le sujet est la santé mentale, comment surmonter l'anxiété, la crise et la dépression en période de crise. Et nous avons Tania Suprême et Christine Pierre-Victor qui vont nous présenter ce sujet-là aujourd'hui. Et nous allons prendre des questions à la fin de cette présentation. Et sans plus tarder, on va aller faire la place, mais je vais vous rappeler les noms de l'équipe. On a Vénique Théodore, on a Jefté Simon, on a Bernard Louis, Nadine Landel, Bélisaire, Magali Valsin, Michael Augustin, Gilbert Fleurtin, Dari Auguste, Israël Guillaume et moi, le directeur de Rayon d'Espoir, Irly Pierre-Victor. Alors, nous allons céder la place à Christine Pierre-Victor sur la première section qu'elle va nous présenter sur la santé mentale. Bonsoir. Heureuse de vous retrouver autour de cette table ronde virtuelle pour discuter de la dépression et de l'anxiété. Plus précisément, les moyens de les surmonter, surtout dans cette période. Donc, nous serons un panel d'intervenants à présenter cette thématique et je serai la première intervenante et je vais vous présenter les points suivants.
je vais brièvement définir ce qu'est la dépression et le trouble anxieux. On va toucher aussi les facteurs de risque, les symptômes, les critères pour les dépister, la prévention du suicide et les moyens pour les traiter. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais rapidement vous partager mon background. Mon nom est Christine Pierre-Victor. Je suis technologue en radiologie et je travaille en milieu hospitalier depuis déjà 10 ans. Et je suis présentement en train de compléter un certificat en gérontologie. Donc, c'est une discipline qui traite des phénomènes de vieillissement. Et la session passée, j'ai suivi un cours en santé mentale. C'est vraiment un sujet qui me passionne, entre autres parce que j'ai eu un épisode de trouble anxieux il y a de cela quelques années. Cette expérience m'a vraiment ouvert les yeux sur la santé mentale. Donc, pendant la présentation, je vais faire des liens avec mon expérience personnelle afin de vous permettre de mieux comprendre avec les liens que je vais faire. Donc, on va voir quelques faits saillants. Donc, concernant la dépression, environ 1 Canadien sur 10 aura un épisode de dépression à une période donnée de sa vie. La dépression est l'une des principales causes d'invalidité dans le monde. Le trouble anxieux, donc environ 12% des Canadiens y sont atteints. On y retrouve les taux d'hospitalisation les plus élevés pour les troubles anxieux chez la population de 65 ans et plus. Les troubles anxieux sont des troubles de santé mentale les plus fréquents chez les enfants. Donc, ça touche les 65 ans et plus beaucoup, ainsi que les enfants. Donc, un petit quiz avant de commencer. Vous pouvez les annoter, puis au fur de la présentation, vous pourrez vous-même trouver les réponses à ces questions. Premièrement, vrai ou faux, les femmes sont plus touchées par la dépression que les hommes. Deuxièmement, vrai ou faux, tous les professionnels de la santé peuvent diagnostiquer la maladie mentale. Troisième, vrai ou faux, les antidépresseurs créent de la dépendance. Donc, à la fin, on va revenir sur ce quiz avec les réponses. Mais si pendant la présentation, tout de suite vous faites le lien, bien, vous saurez que vous avez bien écouté ce que j'ai dit. Donc, depuis environ 1 an, la COVID-19 a changé nos vies. On peut même dire que ça nous a bouleversés. Personne n'a été épargné. De ce fait, il est vraiment impératif de promouvoir la santé mentale puisque les restrictions imposées peuvent avoir des incidences sur notre santé mentale. Le confinement, ça nous isole. Les faillites, les fermetures d'entreprises créent des pertes d'emploi. Le manque d'argent fait beaucoup de pression financière sur les familles. Les malades font beaucoup de pression sur le système de santé qui est assez saturé, comme on peut le voir présentement. Par exemple, au Québec, on a seulement 1000 lits aux soins intensifs, ce qui est très peu. Donc, c'est une des raisons qui sont en train de serrer la vis avec les restrictions, maintenant avec le couvre-feu. On a aussi les maladies qui sont vraiment graves, des décès. C'est très, très éprouvant. Et tous ces facteurs nous exacerbent. Donc, on va passer aux définitions. La dépression, c'est quoi? C'est vraiment un trouble de l'humeur qui mine la qualité de vie des personnes touchées et de leur entourage. Elle se distingue de la tristesse, du mal-être, du découragement et de la déprime momentanée. Donc, il
Il y a aussi la dépression postpartum qu'il faut distinguer. C'est vraiment une dépression qui touche les femmes suite à un accouchement dû aux fluctuations des hormones. Il y a aussi la dépression saisonnière qui touche des personnes pendant l'hiver. C'est vraiment lié au manque de lumière naturelle. Les symptômes vont débuter autour de l'automne et disparaître à l'arrivée du printemps. Concernant le trouble anxieux, c'est une peur persistante et intense qui perturbe les activités habituelles d'une personne. L'exposition à ce qui est redouté provoque une anxiété qui peut prendre la forme d'une attaque de panique. Cette peur démesurée entraîne des sensations physiques désagréables. Les facteurs de risque de la dépression sont les suivants. Être une femme, avoir des antécédents de dépression, soit dans le passé, soit par nos parents, nos grands-parents, un membre de la famille, avoir vécu des événements difficiles, par exemple un divorce. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être un échec amoureux ou un échec vraiment qui le touche. Ça peut être aussi la consommation excessive d'alcool, des difficultés financières, la personne n'arrive pas à joindre les deux bouts, un déséquilibre dans le cerveau, des événements traumatisants durant l'enfance, par exemple des abus, la violence, la négligence. Ça peut être des pressions professionnelles, quand tout va mal au travail, ça gruge la personne. Ça peut être aussi le fait de vivre un isolement social. Habiter seul, être exclu, tout ça. Pour les facteurs de risque des troubles anxieux, c'est sensiblement la même chose. Moi, je possédais lors de mon épisode de troubles anxieux, j'avais 2 facteurs, dont être une femme et avoir vécu un événement difficile. Donc, les symptômes. Pour la dépression, la personne va avoir une humeur dépressive. Ça, c'est présent absolument. Avoir des troubles du sommeil. La personne peut souffrir d'insomnie, donc manquer de sommeil, ne pas arriver à dormir, ou d'hypersomnie. Dormir beaucoup plus que nécessaire. Donc, ça va varier vraiment d'une personne à l'autre. Une diminution du plaisir, une perte ou un gain de poids important, de la fatigue, l'agitation ou la léthargie, un sentiment de dévalorisation, de la difficulté à se concentrer et aussi des idées suicidaires. Pour les troubles anxieux, les symptômes, ça peut être des palpitations cardiaques, des tensions musculaires, des tremblements, des douleurs thoraciques, une sensation d'être étouffé, de la nausée, des étourdissements, des engourdissements, des bouffées de chaleur. Lors de mon épisode de troubles anxieux, j'avais vraiment 6 symptômes de cette liste. J'avais vraiment des palpitations cardiaques, des tensions musculaires, des douleurs thoraciques. Souvent, je sentais qu'il me manquait d'air. Je sentais que j'étais en train de m'étouffer. J'avais des engourdissements, des bouffées de chaleur. Et à 2 reprises, au travail, j'ai chuté parce que je n'étais plus capable de rester debout. Je n'étais plus capable de... En fait, c'est comme si on pourrait dire que j'avais eu un choc vagal, mais ce n'était pas un choc vagal parce que j'étais consciente, mais je n'arrivais plus à rester debout. Je me suis effondrée à 2 reprises. Une autre fois, j'étais à la maison devant mon ordinateur en train d'étudier. J'ai eu une forte douleur à la poitrine, puis j'ai dû partir en ambulance à l'hôpital. J'étais vraiment convaincue que j'avais un problème cardiaque. Et pourtant, les analyses révélaient que j'étais en pleine forme. Je ne savais vraiment pas qu'est-ce qui m'arrivait. J'étais convaincue que c'était une maladie quelconque. En fait, une maladie physique quelconque. Concernant le diagnostic, notez bien que le jugement clinique
contribuent à l'évaluation globale. Par exemple, les infirmiers ou les infirmières vont évaluer un patient. Mais la responsabilité de poser un diagnostic est un acte réservé aux médecins, aux psychiatres et à certains psychologues spécialisés. Comment ils vont faire pour le dépister? Ils vont vous poser des questions. Ce n'est pas avec des analyses sérologiques ou des rayons X qui vont deviner la dépression, les troubles anxieux. C'est vraiment en vous posant des questions. Des fois, ils vont vous faire passer des questionnaires. Ils ont des questionnaires adaptés pour les orienter dans leur diagnostic. C'est vraiment important de ne pas avoir honte d'en parler. Il faut chercher de l'aide. Sinon, on risque de souffrir en silence. Je sais que c'est un sujet très tabou parfois dans certaines communautés, puisque des fois, le regard de l'autre est important, on veut bien paraître, on veut paraître forte, je suis capable de tout prendre, je suis capable d'entreprendre plusieurs projets, tout va bien, je peux jamais dire non, j'accepte tout. Puis, en bout de ligne, on est en train de se faire du tort quand on ne va pas chercher de l'aide. Donc, les critères de dépistage, on va commencer avec ceux de la dépression. Pour la dépression, on va vraiment, en fait, au Québec ou au Canada, on va se fier au DSM-4, qui est le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, en français, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, publié par l'American Psychiatric Association en 1994. Donc, il faut noter la présence d'au moins 5 parmi les 9 symptômes qui se présentent presque tous les jours pendant au moins 2 semaines. J'ai vraiment surligné pendant au moins 2 semaines parce que les symptômes doivent être 2 semaines et plus. Si ça dure 1 semaine, ils ne vont pas le qualifier de dépression. C'est vraiment important que ce soit 2 semaines minimum. Et les symptômes doivent affecter le fonctionnement professionnel, donc au travail, social, avec les personnes qui nous entourent et avec la famille, donc familiale. Et les critères, comme j'ai dit, c'est dans le DSM-4 ou la version révisée, le DSM-5. Pour les troubles anxieux, les critères sont encore dans le DSM-4. Le dénominateur commun est l'anticipation de conséquences désastreuses ou catastrophiques. Pour la dépression, comme j'ai dit tantôt, il faut avoir 5 facteurs parmi la liste que je vous présente ici. La première qu'il faut avoir absolument, c'est l'humeur dépressive. Ensuite, les 4 autres, ça peut être n'importe lesquels. Mais absolument, il faut avoir l'humeur dépressive. On ne peut pas avoir 5 symptômes, mais qu'il n'y a pas l'humeur dépressive. Ça, sinon, ce n'est pas qualifié de dépression. C'est vraiment important d'avoir l'humeur dépressive. Pour les troubles anxieux, c'est l'anticipation des situations comme je l'ai dit tantôt. La prévention du suicide, c'est très, très important pour les personnes, les patients qui souffrent de dépression ou de troubles anxieux. Le suicide. C'est important que je fasse mention de ça. Je ne sais pas si vous avez été au courant, la semaine dernière, il y a une urgentologue de Granby qui s'est suicidée suite à tout le stress qu'elle a vécu autour de la COVID-19 dans son milieu de travail. Je sais que sa famille a publié son histoire, puis disait qu'elle elle sentait qu'elle avait abandonné ses collègues parce qu'elle était partie en maladie pour quelque temps. Elle est revenue, puis ça n'allait toujours pas. Puis, elle a passé à l'acte, malheureusement. Donc, c'est vraiment important d'essayer de prévenir puis d'être attentif. Donc, le suicide, c'est vraiment un synonyme de désespoir et de grande souffrance psychologique. La dépression touche la majorité des personnes qui se suicident. Parmi les principales causes de décès, notamment chez les hommes, même si ça paraît contradictoire parce qu'on dit que la dépression et les troubles anxieux touchent les femmes. Pourquoi que c'est une cause principale chez les hommes?
En 2012, le taux de suicide était de 17,3 pour 100 000 personnes chez les hommes et de 5,4 pour 100 000 chez les femmes. Cependant, ces statistiques peuvent paraître trompeuses parce que les femmes sont en fait plus susceptibles de se suicider. Mais les hommes sont plus susceptibles d'employer des méthodes plus violentes et sûres. Par exemple, les armes à feu, les explosifs, la pendaison. Tandis que les femmes auraient plus tendance à employer des méthodes plus douces ou une méthode moins certaine de réussir. Par exemple, des médicaments. Et le taux inférieur de suicide chez les femmes reflète donc un taux de succès inférieur. En moyenne, environ 4 000 Canadiens se suicident annuellement. Et chaque jour, au Québec, environ 3 personnes s'enlèvent la vie et 8 personnes sont hospitalisées parce qu'elles ont tenté de le faire. Le suicide n'est jamais une option. Il y a toujours des solutions. Donc, c'est vraiment important de reconnaître les signes. Il faut être vigilant. Les personnes qui pensent au suicide donnent généralement des signes de détresse ou des indices de leur intention qui peuvent alerter leurs proches, leurs amis ou leurs parents. Ces signes peuvent être des mots, par exemple, je veux en finir, ou des comportements. S'isoler, préférer être seul, faire de l'ordre dans ses affaires personnelles, vérifier ses papiers d'assurance vie, montrer un grand intérêt pour les armes ou les médicaments, donner des objets personnels, consommer de l'alcool, des drogues ou des médicaments de façon inhabituelle, être agité ou, au contraire, manquer d'énergie. Rédiger son testament, avoir des troubles de sommeil ou d'appétit, négliger son apparence ou son hygiène. Il faut vraiment faire attention si l'humeur de la personne change soudainement. En fait, s'améliore soudainement. Ce changement peut être trompeur. Il peut vouloir dire que la personne a planifié son suicide et qu'elle croit qu'elle arrêtera bientôt de souffrir. Donc, c'est vraiment trompeur si le changement devient positif soudainement. C'est important aussi de parler des facteurs de protection, ce qui va empêcher la personne de passer à l'acte. Donc, ce qui pourrait empêcher la personne de passer à l'acte, ça pourrait être ses habiletés de résolution de problèmes, comment elle a fait face aux problèmes dans le passé, sa capacité d'adaptation. Les expériences de vie accumulées représentent un atout sur lequel on peut miser pour faire face aux aléas de la vie. C'est très important. Aussi, la spiritualité et les pratiques religieuses. Les croyances religieuses donnent une valeur inestimable à la vie. Aussi, l'activité sociale que procure la participation à des activités religieuses contribue au sentiment d'appartenance. La capacité à exprimer son vécu et ses émotions. Donc, comment on évacue son stress, ses émotions, c'est vraiment important. Il ne faut pas les garder. Okay? Avoir un rôle actif dans sa communauté. Un sentiment d'appartenance aussi. Et avoir une tendance à recourir aux soins et services en santé mentale. Donc, dès que la personne sent que ça ne va pas bien, elle a le réflexe d'aller chercher de l'aide. Très important. Donc, en cas de crise, il faut appeler le 1866, appel. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui vous en parle, vous pouvez lui donner le numéro 1866-277-3753. Donc, quels sont les traitements? On a deux approches, l'approche pharmacologique et l'approche non pharmacologique. On va commencer avec l'approche pharmacologique. Généralement, pour la dépression, on va prescrire des antidépresseurs. Ces médicaments ne créent pas de dépendance. La personne va uniquement faire face à des effets secondaires. Pour le trouble anxieux, on va généralement prescrire des benzodiazépines, ou on dit des benzodiazépams. Ces médicaments, lorsqu'ils sont utilisés de façon appropriée, ils sont sûrs et efficaces. Toutefois, elles peuvent induire ou créer une dépendance et faire l'objet d'abus.
C'est pourquoi il est généralement recommandé de n'en faire qu'un usage occasionnel ou de courte durée. Par exemple, dans mon cas, lors de mon épisode de troubles anxieux, le médecin m'avait prescrit des benzodiazépines sur une période environ de 3 mois. C'était vraiment au besoin. Et c'était une prescription non renouvelable. Donc, si ça ne va pas, il faut revoir le médecin, mais ce n'est pas une prescription qu'on va renouveler pour éviter justement la dépendance ou l'abus. En ce qui concerne les approches non pharmacologiques, c'est sensiblement la même chose pour la dépression ou les troubles anxieux. C'est vraiment une approche à prioriser car on n'a pas à conjuguer avec les effets secondaires de médicaments ainsi que la dépendance. Pour la psychothérapie, au Québec, les frais ne sont pas couverts par la RAMQ. Donc, pour la personne qui souffre de ces troubles, ça peut être dispendieux, puis le médecin va être peut-être plus réticent à offrir parfois la psychothérapie à cause des coûts élevés. Une parenthèse, dans beaucoup d'entreprises, les entreprises publiques, par exemple les hôpitaux, à l'école, certaines entreprises privées aussi ont des programmes d'aide aux employés pour les aider dans des situations de crise ou dans des périodes de crise. Ce sont des services gratuits, il y a un certain nombre de séances par année. Moi, je trouve que ça vaut la peine et dans mon cas, c'est ce qui m'avait aidé lors de mon épisode. J'ai eu recours au service d'aide aux employés, en fait, le programme d'aide aux employés. J'ai fait 6 séances, ça a été gratuit, ça a été bénéfique. Donc, je vous inviterai à demander ou informez-vous auprès de votre employeur pour savoir si vous avez un programme d'aide aux employés. Beaucoup de gens travaillent, ils vivent des situations de crise, ils ne savent même pas qu'ils ont accès à ces services. Donc, pour la psychothérapie, généralement, elle aide à changer la façon de penser de manière à réduire les pensées négatives. Elle peut aider la personne à se structurer graduellement et reprendre les activités délaissées. Elle peut aider aussi à cerner la signification que l'individu donne aux événements de la vie. Il y a 4 thérapies qui sont très souvent utilisées en psychothérapie. Brièvement, je vous l'ai dit. Premièrement, ça serait la thérapie de résolution de problèmes. Il y a aussi la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie interpersonnelle et la thérapie de réminiscence. La thérapie de résolution de problèmes est une intervention structurée qui permet d'apprendre à faire face à des problèmes spécifiques. La thérapie cognitivo-comportementale est une intervention structurée où le patient développe des compétences pour reconnaître, surveiller, puis remplacer les pensées problématiques par d'autres plus réalistes et adaptées. Lors de mon épisode de troubles anxieux, c'est la thérapie que la thérapeute avait utilisée avec moi. Et suite à la première séance, j'ai tout de suite vu les effets. C'était vraiment bénéfique. C'est comme si elle avait fait de l'ordre dans mon esprit, dans mes pensées. Il y a aussi la thérapie interpersonnelle, toujours une intervention structurée qui tente de réduire les symptômes en apprenant à s'adapter à ces situations ou à résoudre ces problèmes interpersonnels. La thérapie de réminiscence, elle fait appel aux souvenirs personnels. Elle aide la personne à réévaluer ses souvenirs de manière constructive. Donc, pour les groupes de soutien ou on peut dire les groupes d'entraide, c'est vraiment bénéfique parce que en parler à des personnes ou en parler avec un groupe adapté fait toute la différence. Rien ne vaut l'accompagnement de gens qui sont passés par là. Ils peuvent vous conseiller, vous soutenir, vous expliquer comment ils vivent avec la maladie et parler de leur propre combat pour remonter la pente. Ils seront une source d'inspiration pour vous. Ils vous diront et vous le montreront qu'il y a de l'espoir. S'ils peuvent s'en sortir, vous le pouvez aussi. Aussi, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un programme qui est fourni par le Centre Il est écrit à Montréal, qui s'appelle
surmonter l'anxiété et la dépression, élaboré par le docteur Neil Nedley. À la fin, je vais revenir sur ça. On va aller avec l'exercice physique. La pratique d'exercice physique a une incidence sur l'humeur de 4 façons. Elle peut produire une amélioration immédiate de l'humeur après l'exercice chez certaines personnes. Après quelques semaines de pratique régulière d'activité physique, 3 à 4 fois par semaine ou pendant au moins 20 minutes, une amélioration générale de l'humeur commencerait. Une meilleure condition physique est associée à une amélioration de l'énergie qui peut vous permettre d'en faire plus. Aussi, l'exercice est une bonne façon d'évacuer le stress lorsque vous vous sentez tendu. En ce qui concerne l'alimentation saine, un régime sain et équilibré apporte des effets positifs sur la santé générale et sur un état dépressif. Donc, manger 3 repas par jour, des fruits, des légumes, s'hydrater, ne pas sauter des repas, fait toute la différence. Dernièrement, la méditation de la parole de Dieu. Donc, passer du temps dans la parole, dans la prière, fait la différence. En passant du temps dans la parole, on devient convaincu de l'amour de Dieu. On apprend à dépendre de lui. Ses promesses nous donnent de l'espoir. Il peut arriver qu'on n'ait pas la force de prier ou de lire la Bible, mais on peut le louer ou écouter un chant qui élève notre âme à lui. Pour ceux qui sont familiers avec le recueil des hymnes et louanges, il y a un chant qui s'intitule « Pour chanter les louanges » au numéro 576. Les paroles du chant, en fait, les dernières paroles du chant se lisent comme suit. « Aux heures de tristesse, quand un chant retentit, bientôt ma douleur cesse et mon chagrin s'enfuit. Ainsi, douce harmonie, tu ranimes mon cœur et souvent dans la vie, tu me rends le bonheur. » Je reviens sur le quiz du début. Le premier, vrai ou faux? Les femmes sont plus touchées par la dépression que les hommes. C'est vrai. Tous les professionnels de la santé peuvent diagnostiquer la maladie mentale. C'est faux. C'est seulement les médecins, les psychiatres et les psychologues spécialisés. Les antidépresseurs créent de la dépendance. C'est faux. Ce sont seulement les benzodiazépines qui créent de la dépendance. Donc, en guise de conclusion, je vous laisse paraître à l'écran le matériel du docteur Neil Nedley pour surmonter l'anxiété et la dépression qui vient avec un coffret de 8 DVD, des livres, plusieurs ressources. On peut le trouver au mieuxvivre.org. Et c'est sur ce programme que se base le Centre Il est écrit pour ces séminaires sur l'anxiété et la dépression. Donc, je vais céder ma parole aux autres présentateurs qui vont approfondir sur des thématiques plus pratiques et aussi sur la parole de Dieu. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Merci, Christine, pour ta présentation. Et maintenant, nous allons passer à la partie pratique avec Tania Suprême, qui est infirmière spécialiste en service communautaire. Fait qu'elle va répondre aux questions et Christine aussi peut répondre à nos questions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la grande famille des rayonneurs, bonsoir. Bonsoir. Je tiens à remercier Dieu d'abord du fait qu'il m'a donné l'heureux privilège d'être avec vous cet après-midi dans le cadre de ce premier programme sur la santé mentale. Et je remercie également ma collègue Christine Pierre-Victor pour cette belle présentation très claire, très explicite, très utile.
Et je pense que les participants ont beaucoup appris par rapport à cette présentation. Et juste avant de commencer, laissez-moi me présenter également. Je suis Tania Suprême, comme Irly vient de vous dire, infirmière de profession depuis 15 ans. J'ai fait une spécialité en santé communautaire et je travaille aux États-Unis à titre d'infirmière. Donc, ma collègue Christine a tout dit par rapport à sa présentation. Mais comme nous venons dans la deuxième partie du programme qui est la phase pratique, bien sûr, vous aurez le privilège de poser des questions. Mais juste avant de poser des questions, je vais demander à Irly de mettre sur l'écran pour moi l'image parce qu'il y a la phase pratique, la physiopathologie de la dépression que j'aimerais vous éclaircir, vous expliquer après quoi vous aurez à poser toutes vos questions. Comme vous regardez sur l'écran, l'image qui représente la physiopathologie de la dépression. Comme quand j'ai entendu l'exposé, au début, Christine a bien défini la dépression. Mais maintenant, il y a certaines personnes qui ont tendance à mal interpréter vraiment la définition. Mais avec l'image, avec la physiopathologie de la dépression, vous allez rapidement comprendre ce qu'est vraiment, comment ça se produit dans l'organisme. On ne peut pas parler de dépression sans expliquer d'où ça vient, comment ça commence dans l'organisme. Par définition, la dépression, c'est la phase chronique du stress, ou bien c'est la forme grave du stress. Quand la personne fait face avec des situations difficiles, des situations menaçantes, le corps réagit. Comment ça réagit? Laissez-moi vous montrer. Sur l'image, vous allez voir, le stress rentre dans le cerveau. Bon, Dieu a créé l'organisme parfait. Quand vous entendez parler de l'organisme, cela veut dire un ensemble d'organes. Et ces organes agissent de concert en vue de donner un travail bien fait. Notre corps est composé de 3 parties. La tête, le tronc, les membres. Au niveau de la tête, il y a un organe qu'on appelle le cerveau. Dieu a placé ce cerveau à l'intérieur d'une boîte qu'on appelle crâne. Ce cerveau est divisé en lobes. On a premièrement lobe frontal. Quel est le rôle du lobe frontal? C'est la partie qui reçoit les informations, le stress, la capacité d'apprendre, la manière d'interpréter les informations, c'est la partie frontale, le lobe frontal qui est responsable de ce travail. Maintenant, quand une personne est en présence de stress, lobe frontal reçoit le problème. Il interprète le problème. Non, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Le système du corps humain, généralement, est travaillé sous la dépendance de 2 systèmes, le système nerveux et le système endocrinien. Vous allez voir dans l'image. Quand je dis le système nerveux, vous voyez directement le cerveau. Comme je viens de vous dire, le lobe frontal, le cerveau. Le système endocrinien, c'est l'ensemble d'hormones. Vous allez voir dans l'autre partie, j'ai mis des différentes hormones, des organes qui contribuent à la réalisation de certaines actions dans l'organisme. Maintenant, quand le lobe frontal reçoit le problème, reçoit le stress, reçoit les informations, les situations stressantes, il interprète ces informations. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il transfère ces informations à une hormone qu'on appelle hypothalamus qui est situé à la base du cerveau. Quand vous voyez dans l'image, il y a une flèche par devant du front. Cette image explique l'hormone qu'on appelle hypothalamus. L'hypothalamus reçoit le message par le lobe frontal. Qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il envoie le message aux glandes surrénales. Maintenant, quel est le rôle des glandes surrénales? Quand les glandes surrénales reçoivent le message qui vient de l'hypothalamus, les glandes surrénales produisent des hormones qu'on appelle le cortisol et l'adrénaline. Maintenant, quand le corps est sous le stress de façon prolongée et que l'hypothalamus envoie des messages de façon constante à les glandes surrénales, le corps reçoit une quantité excessive de cortisol, une quantité excessive d'adrénaline. À ce moment, il va y avoir des réactions physiologiques sur l'organisme.
Maintenant, quel est le rôle du cortisol et de l'adrénaline? Quand le corps reçoit trop de cortisol, trop d'adrénaline, il va agir sur l'humeur de la personne. Voilà pourquoi, quand une personne est exposée de façon profonde, de façon excessive sur le stress, l'humeur va changer. Voilà pourquoi, et ma collègue vient de vous dire que la dépression, c'est le changement d'humeur chez une personne. Et ce changement se produit lorsque l'organisme reçoit à la longueur de journée et pendant toute une année ou une période bien déterminée des stress, des situations difficiles, des situations alarmantes, à ce moment-là, trop de cortisol ont sécrété, trop d'adrénaline ont sécrété et vous allez voir qu'il y a des réactions. Par exemple, certaines personnes présentent des battements cardiaques, des palpitations, sueur profonde, manque de sommeil et tant d'autres actions. C'est parce que le stress, de façon chronique, excite l'organisme de sécréter trop d'adrénaline, trop de cortisol, donc, et puis la personne va avoir ce qu'on appelle la dépression. La dépression, en d'autres termes, c'est le changement d'humeur par rapport avec une stress qui est très profonde. Maintenant, on va prendre des questions s'il y a des choses qui n'étaient pas vraiment claires lors de l'exposé, et je vais vous aider à bien comprendre davantage. Et en résumé, c'est la physiopathologie de la dépression du corps humain. Merci, Tania. Fait que, on va passer aux questions. Je pense qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'on avait noté des questions ou il y a des questions que les gens veulent poser à cette présente minute? Il n'y a pas encore de questions sur le chat, mais les gens peuvent les mettre sur le chat ou lever la main. Moi, j'ai une question, premièrement. Fait Tania, tu dis que il faut qu'on a le signe de la dépression. Fait c'est quoi le changement entre l'anxiété qui va déborder vers la dépression? On ne t'entend pas. C'est sur mute. OK, merci. Très belle question. Et tu dis, c'est quoi l'anxiété? C'est ça? C'est quoi l'anxiété? Et qu'est-ce qui va faire que l'anxiété, ça va déborder vers la dépression avec la pathologie là, que vous avez OK. Laissez-moi vous dire comment ça se manifeste. L'humain, chaque personne est différente en présence du stress. Chaque personne. Dieu nous a créés est parfait, mais cependant, il y a une différence par rapport avec chaque personne. En présence du stress, je peux pleurer, toi-même tu ris. C'est comme ça, Dieu nous a créés. Chaque personne. Quand vous allez voir dans les funérailles, et une famille, trois soeurs, bien trois frères ont perdu leur père ou bien leur maman. Et quand vous arrivez dans les funérailles, vous voyez certains d'entre eux pleurent énormément. Et certains ne pleurent pas, ils regardent tout simplement. Vous allez dire, oh, cette dame-là, elle n'est pas sympathisée ou bien elle ne présente pas la sympathie par rapport au décès de sa maman. Non. Effectivement, ça arrive, mais cependant, chaque personne présente le stress de façon différente. Maintenant, l'anxiété, comment ça se manifeste pour arriver à la dépression? Lorsque le corps humain, le cerveau est exposé en présence du stress, voilà la réaction. Quand le corps a fini de sécréter trop de cortisol, trop d'adrénaline, maintenant, la personne arrive à interpréter le problème et maintenant, la personne arrive à une phase de défense. Quand on arrive à une phase de défense, c'est toute une sorte de processus. La phase de défense, c'est l'anxiété. Prenons par exemple le COVID-19. Quand les gens commencent à comprendre combien dangereuse cette maladie, et elle commence à parler, elles vont dire que cette maladie, c'est une maladie fabriquée. Je ne vais pas prendre cette maladie puisque je suis enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que la personne ne connaît pas la maladie, c'est une réaction purement humaine.
Quand vous arrivez dans une situation stressante, dans une situation menaçante, et vous présentez une sorte de défense par rapport avec le problème, donc c'est là l'anxiété. Vous avez une peur très profonde et vous réagissez par rapport avec cette peur. Maintenant, quand cette peur n'adresse pas de façon convenable, et il y a une autre étape qui va avoir lieu, c'est l'étape, on peut dire en anglais, risk behavior. C'est-à-dire la personne va changer d'humeur. Certaines fois, la personne peut pleurer, la personne peut dire de mauvaises choses, la personne peut s'enfuir. Donc, c'est toute une sorte de processus en présence du stress. Le problème pose des soucis et que le corps réagit, le corps présente des aspects au jour le jour et de façon étape par étape. Et si les problèmes ne s'adressent pas, la personne va aboutir à la dépression. Donc, l'anxiété, c'est une étape du stress. Et si cela ne s'adresse pas de façon convenable, la personne va présenter tous les symptômes de la dépression. OK, merci. On a quelques questions sur le chat déjà. Donc, je vais par les premières arrivées. La première question, c'est la suivante. Comment reconnaître une humeur dépressive? On a plusieurs questions. Si vous pourriez être assez concise et puis succincte, ce serait vraiment intéressant. Comment reconnaître une humeur dépressive? OK, merci. Comment reconnaître une humeur dépressive? Normalement, dans les phases cliniques, il n'y a pas vraiment un examen spécifique pour déterminer une humeur dépressive. Comme par exemple, si on a la COVID, on va à l'hôpital et on fait le test et puis le test est révélé que la personne est positive. Pour la dépression, pour l'humeur dépressive, il n'y a pas vraiment un examen. Maintenant, comment on reconnaît une humeur dépressive? C'est par rapport avec l'interrogatoire clinique. Quand la personne va voir un professionnel de la santé, on va faire une interrogatoire clinique, poser la question avec la personne, la façon de vivre, l'histoire de la personne. Et par rapport avec l'histoire de la personne et ce que la personne explique, le médecin va pouvoir poser le diagnostic. C'est là qu'on peut reconnaître une humeur dépressive. C'est par rapport avec la communication. Si vous restez à la maison, vous ne cherchez pas, vous n'allez pas dans les cliniques, vous n'allez voir par les médecins, on ne va pas vous comprendre par rapport à votre humeur. Mais avec l'interrogatoire clinique, les personnes formées en ce sens, voilà pourquoi ma collègue a dit dans son exposé que ce sont les personnes formées en ce sens qui peuvent vous aider à trouver des solutions par rapport à la dépression. Donc, l'humeur dépressive, c'est par rapport avec les questions posées, l'interrogatoire clinique et le médecin ou bien la personne en ce sens va connaître, oui, voilà l'humeur dépressive. Merci bien. Il y a plusieurs questions sur le chat. Je vais prendre une deuxième question avant de céder à Frédéric pour les questions directes à main levée. Thank you. I'm talking. D'accord, Frédéric. Donc, la deuxième question sur le chat, c'est la suivante. Alors, comment se fait le processus inverse, peut-être inversé, pour les personnes qui ont eu longtemps la dépression? Quel mécanisme s'enclenche dans le cerveau? Est-ce que vous avez saisi? Alors, comment se fait le processus inverse pour les personnes qui ont eu longtemps la dépression? Quel mécanisme s'enclenche dans le cerveau? Je ne sais pas si c'est à vous deux ou bien c'est qui des deux va pouvoir répondre à cette question. Je ne sais pas si Christine veut dire quelque chose, sinon je vais répondre à la question. Comme la question touche plus la partie physiologique du cerveau. Toi, Tania, je pense que tu es plus apte dans le côté concret. Je vais te laisser répondre. Tu peux compléter, mais je vais te laisser aller avant. OK, merci Christy, c'est très bien. Là, comme j'avais dit au début, la physiopathologie de la dépression. Toute maladie qui ne traite pas de façon urgente va entraîner une phase chronique. Et c'est là la question, et l'inverse de la dépression. Quand on parle de la phase chronique de la dépression, c'est que la personne vit de façon prolongée dans la dépression et elle n'a pas la possibilité de voir un médecin ou bien d'adresser une personne concernée pour l'aider et consommer la dépression et cette dépression devient chronique. Maintenant, comment ça devient chronique? Je vous ai dit,
l'organisme humain est composé, est contrôlé par deux systèmes, le système nerveux et le système endocrinien. Maintenant, au jour le jour, le cerveau, le lobe frontal reçoit les informations dépressantes, les informations douloureuses. Il continue à envoyer des messages à l'hypothalamus. L'hypothalamus lui-même envoie des messages aux glandes surrénales. Les glandes surrénales continuent à sécréter de la cortisol, de l'adrénaline, et cette personne-là va développer ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, la tension artérielle, diabète, et même cancer, si je peux dire, parce que l'une des causes du cancer, le stress est l'une des causes du cancer. Donc, la phase chronique de la dépression, la personne pourrait être fonctionnelle. Elle va au travail, elle est allée à l'école, elle a des enfants, elle a une profession, mais elle vit de façon chronique sous la dépression. À ce moment-là, la personne je peux dire, est un candidat pour les maladies psychosomatiques. C'est la phase chronique de la dépression. Frédéric? Oui, nous avons Bernard et Nadino qui ont levé la main. Donc, allez-y, vous pouvez poser votre question. Je dis bonsoir et j'ai félicité les deux intervenantes pour les qualités de cette belle présentation. Ma question, c'était surtout par rapport à l'épuisement professionnel au niveau de la dépression. Donc, je me demande comment est-ce que l'épuisement professionnel pourrait entraîner la dépression. Donc, la question a quelques volets en plus. Et étant donné que chaque personne n'a pas la possibilité, ne subit pas la dépression de la même manière qu'une autre, est-ce que le système immunitaire d'une personne peut être comme plus favorable à être affecté par la dépression qu'une autre? Et puis, donc, c'est ça que je voulais dire. Et merci pour la question. Oui. La question, c'est que l'épuisement professionnel, il y a des personnes qui travaillent, qui ont une profession, mais qui l'ambiance, le climat où la personne est en train de travailler n'est pas propice, je peux dire, n'est pas propice pour la personne. Le salaire, le charge de travail et les transportations, les âmes, les entourages. Donc, ça provoque un degré de stress chez la personne. Maintenant, il revient à la personne concernée de développer une sorte d'adaptation par rapport avec le milieu de travail. Maintenant, si la personne n'arrive pas à s'adapter par rapport aux exigences, aux stimulus quotidiens, maintenant, le stress va augmenter au jour le jour. Et voilà pourquoi une personne peut aller au travail et puis au travail, il est tombé et puis il est allé directement à l'eau. C'est parce que la personne vit du stress de façon quotidienne. Il ne développe pas ce qu'on appelle l'adaptation du milieu de travail. Maintenant, ça devient chronique. Par rapport avec le système immunitaire, lorsque le corps, le système humain est exposé de façon constante sur le stress, il y a un système qu'on appelle système de défense dans l'organisme. Les globules blancs, ils sont responsables du système de défense. Il y a plusieurs types de globules blancs. Prenons par exemple les cytiphores. Les cytiphores, ce sont eux qui sont responsables des agents pathogènes. Quand un agent pathogène rentre dans l'organisme, l'organisme développe des anticorps et ça s'appelle réaction anticorps-antigène afin que l'organisme lutte contre le développement de cette maladie. Maintenant, quand la personne est exposée de façon prolongée au stress, il fait la dépression, donc ce travail est diminué de façon considérable. À ce moment-là, le corps va être faible en termes de défense et à ce moment-là, la personne peut développer le cancer. Donc, le stress, il y a certains cas de cancer qui sont liés à la dépression qui est liée au stress. Parce que quand le cortisol sécrète de façon excessive, le système de défense diminue et la personne peut développer du cancer à n'importe quel moment de la vie. OK. Il y a 3 questions sur le chat et une main levée. Donc, on va prendre une question sur le chat d'abord. La prochaine question, c'est la suivante. C'est combien de temps que la dépression doit durer pour que ça soit inquiétant? Inquiétante. Sœur Christine, tu aimerais dire quelque chose, sinon je peux continuer?
peux y aller. OK. C'est bon. Par définition, au début, comme en fait, dans le critère diagnostic de la dépression, j'avais dit il faut que ce soit au moins 2 semaines pour qu'on commence à parler de dépression. Avant ça, ça ne sera pas une dépression. Maintenant, le plus tôt qu'on va chercher de l'aide, le mieux c'est. Plus on attend, plus ça peut empirer. Donc, quand on dit c'est quand, à quel moment, dès qu'on voit que ça commence à perdurer, ça affecte le fonctionnement familial, social, tout ce qu'on fait est affecté. Puis aussi, les gens autour de nous, ils vont le voir, ils vont peut-être le dire, ils vont dire, hey, je trouve que ça ne va pas trop bien. Ou tu es toujours, la façon que tu réponds, la façon que tu es, la façon que les gens vont te percevoir. Il y a des gens qui vont te mettre la puce à l'oreille pour te dire, hey, ça ne va pas. Donc, il ne faut pas attendre. Dès que tu es conscient, dès que tu vois que ça ne va pas, il faut aller voir le médecin. Moi, quand j'ai vu que ça n'allait pas, quand j'ai eu mon trouble anxieux, ça avait commencé, on va dire, en octobre. C'est en décembre, là, j'ai vu que ça n'allait pas. J'arrêtais pas d'avoir des problèmes à répétition. 2 fois, je suis tombée au travail. Je suis partie en ambulance à l'hôpital. On a fait les tests, ça n'allait pas. Je paniquais pour tout. Je tremblais, ça n'allait pas. Là, j'ai fait non. J'ai été voir un médecin. Le médecin, c'est comme si, là, j'ai fait waouh! J'aurais jamais pensé que c'était un trouble anxieux que j'avais. J'ai passé peut-être 45 minutes avec lui dans son cabinet. 45 minutes, il me posait des questions, il parlait. Je dis, mais pourquoi il me pose des questions comme ça? C'est long, puis il m'a dit, vous souffrez de troubles anxieux. Il m'a prescrit les benzodiazépines. J'ai dû faire de la thérapie. Il m'a mis en arrêt de travail. Il a tout mis en place pour que je puisse me rétablir. J'ai attendu 2 mois avant de chercher de l'aide. J'aurais peut-être pu aller chercher plus tôt, mais j'avais jamais entendu parler de troubles anxieux comme ça. J'étais pas au courant. Donc, c'est pour ça qu'on fait la promotion pour que vous soyez avertis, pour que vous soyez avisés. Dès que ça va pas, allez chercher de l'aide. C'est pas vrai que, oh non, c'est pas vrai, tu vas être forte. Non, on est humain, on est faillible. Il faut chercher de l'aide. Merci, Christine, c'est très bien. Merci, très clair. Merci. Je ne sais pas si la personne est satisfaite. Maintenant, Oui, on merci. va céder la place à Isli pour poser sa question. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voudrais parler que c'est concernant, c'est concernant moi-même. Quand je suis enceinte, par exemple, pendant les 9 mois, ça va bien, j'ai aucun problème. Mais c'est surtout après mon accouchement, disons, à partir du 9e mois et après l'accouchement, je commence à être pas bien. Par exemple, je suis déprimée, il n'y a rien qui m'intéresse. Je trouve que j'ai pas de temps pour moi. Je commence aussi à penser à mes vêtements que je peux plus porter. Je peux rester comme ça, puis je pleure pas. Je pleure et sans ne pas avoir un problème ou une raison quelconque. Je peux aussi commencer à penser à certains problèmes anciens que j'avais, certaines difficultés qui n'ont pas encore trouvé de solution. Je peux commencer à penser à ma famille qui va pas très bien. Je suis déprimée, comme j'ai dit, il n'y a rien qui m'intéresse. On peut m'appeler, puis je ne réponds pas au téléphone. Donc, des fois, il m'arrive que je cherche de l'aide psychologique, mais vu que ça prend du temps, je peux attendre 1 an pour trouver de l'aide. Donc, ça veut faire que ça passe. Donc, je n'ai pas eu le temps de trouver la personne, le psychologue ou l'autre personne pour m'aider. Puis, après 6 mois ou quand bébé a 6 mois ou 9 mois, là, maintenant, je vais bien, je suis plus déprimée. Donc, ma question, c'est que, est-ce que cela veut dire, maintenant que je vais bien, il n'y a aucun problème, je dois continuer ma recherche pour avoir de l'aide? Est-ce que c'est quelque chose qui est en moi, que je dois faire attention, ou c'est normal vu que j'étais enceinte, ça peut être burn-out ou quelque chose d'autre qui a rapport à l'enfant ou à la grossesse? Merci pour ta situation. C'est une situation toute particulière. Et pourquoi je dis que c'est une situation toute particulière? Parce que la majorité des femmes qui présentent postpartum dépression,
certaines fois, elles n'arrivent pas vraiment à s'adapter et elles n'ont pas le choix d'aller voir un médecin. Pour ta situation, tu t'adaptes très bien et c'est très bien. Pour le moment, si tu sens bien, tu n'as pas l'humeur dépressive, tu ne ressens pas l'humeur dépressive, ce n'est pas la peine d'aller voir un médecin parce que, laisse-moi te dire, la grossesse, quand une femme porte un enfant, ça contribue à toute une série de changements dans l'organisme. La personne est sous l'effet des hormones. Progestérone, testostérone, hypothalamus, le cœur, les poumons, tous les hormones, tous les organes ont changé dans l'organisme. À la sortie de l'enfant, le corps va pouvoir s'adapter de façon normale. Voilà pourquoi la femme ressent certains changements d'humeur après l'accouchement. Et il est relatif parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment dépressives parce que la situation, la conjoncture, le mari, le support familial, tout ça peut contribuer à la façon de trouver une solution meilleure. Mais pour ta situation, pour la grâce de Dieu, sans aller voir un médecin, sans les médicaments, tu t'arrives à t'en sortir. C'est très bien, mais il est relatif. Pour le moment, si tu sens que tu te portes à merveille, tu n'as pas senti l'humeur dépressive, tu n'as pas besoin d'aller voir un médecin parce que ça a changé. C'était purement physiologique par rapport à la grossesse, par rapport à l'enfant que tu portais. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Okay, on va prendre une autre question sur le chat. La prochaine question. Est-ce qu'une personne peut être dépressive sans cause? Par exemple, être née dépressive. Je vais répondre à la question. Dans les facteurs de risque, j'avais parlé d'antécédents de dépression. Donc, dans les antécédents, ça peut être une dépression dans le passé ou des membres de la famille. Donc, ça peut être un des facteurs qui peut faciliter quelqu'un à avoir une dépression, mais on n'a pas juste un facteur, c'est une amalgame, un ensemble de facteurs généralement qui vont contribuer. Peut-être que ce facteur, le fait que c'est déjà dans la famille, c'est déjà très présent. Et puis, il y a une petite chose qui va arriver, boum, voilà. Donc, comme j'avais dit, les antécédents de dépression, que ce soit par un membre de la famille, les parents, c'est comme héréditaire. C'est un facteur qui contribue. Est-ce que Tania a quelque chose à ajouter ou bien on passe à la prochaine question? Je peux dire que l'hérédité par rapport à la dépression est claire. Il y a des familles, mais cependant, il y a une question de personnalité, le centre d'intérêt de la personne. La personne peut grandir dans une famille qui a des problèmes au jour le jour, qui est très dépressive. Mais cependant, le centre d'intérêt de la personne, le milieu où la personne travaille, où la personne développe, contribue grandement par rapport avec la dépression. Prenons par exemple, vous vivez au Canada, je vis aux États-Unis. Pour une raison ou pour une autre, et on m'a envoyé en Haïti. Il y a des gens qui vivent au quotidien sous stress en Haïti, mais ils vivent bien, ils n'ont pas de problème. Moi qui vis aux États-Unis, vous qui vivez maintenant au Canada, arrivez en Haïti, vous allez avoir beaucoup de problèmes parce qu'il y a des situations qui étaient vraiment différentes pour vous au Canada. Donc, je peux dire que la dépression, oui, il y a des familles dépressives, mais certaines fois, il varie suivant le climat, le centre d'intérêt, la personnalité de la personne. On prend la prochaine question sur le chat. Et vous pouvez aussi lever la main pour poser des questions. Comment aider une mère qui vit une dépression postpartum ou durant la grossesse? Christy, tu voulais dire quelque chose? Oui, donc concernant l'accouchement, la grossesse, on va plus se référer à la dépression postpartum. Il faut vraiment être alerte. Il faut être alerte quand on commence à voir, comme
c'est Chris Lee, tantôt, qui donnait son témoignage après l'accouchement, comment les changements sont présents dus aux hormones. Il faut être alerte. Puis si on voit vraiment que ça ne va pas, il faut aller chercher de l'aide, il faut aller voir le médecin. Il ne faut pas se dire « Oh, ça va passer » ou quoi que ce soit. Non. C'est sûr que des fois, on devrait avoir de la psychothérapie, mais des fois, le temps d'attente, des fois, on a des contraintes, on n'arrive pas, mais il faut aller voir un médecin. Il ne faut pas rester juste dire « Oh, ça va passer ». Moi, quand j'ai eu ma première fille, peut-être 2 semaines après l'accouchement, j'étais vraiment triste, je pleurais, je m'énervais pour rien. Une fois, je me rappelle, elle pleurait, il était 1h du matin, j'étais fatiguée. Puis là, j'ai dit, elle m'énerve. Puis mon mari a fait, OK, reste là, je vais la prendre. Il est parti dans une autre chambre avec elle. Puis ça m'a fait penser à, quand je venais d'accoucher, les infirmières ont donné des pamphlets, ils ont parlé de bébé secoué. Là, j'ai dit, c'est quoi ça, bébé secoué? C'est quand les gens jouent trop brutalement avec les enfants? Il m'a dit, non, c'est quand ça se peut qu'il y a des mères, après l'accouchement, qui deviennent tellement tristes, tellement vidées, ça se peut que par colère, tu étrangles un enfant, tu lui fais du mal. Là, j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est méchant faire ça. Wow! Je venais d'accoucher, je ne savais pas de quoi elle parlait. Quand je suis arrivée à la maison, puis quand j'ai dit à mon mari, elle m'énerve! Quand il a pris le bébé, il est parti, là, j'ai fait, oh! J'ai fait le lien avec le pamphlet à l'hôpital. Là, j'ai fait, oh! OK. This is real. Donc, c'est ça, c'était un alarme. Comme mon mari a vu que j'étais vraiment sur le bord, il a pris la relève. Donc, des fois, c'est ça qui va nous aider. On a un mari, un parent, quelqu'un qui va nous aider autour. Mais des fois, tu n'as pas d'aide. Tu es là avec l'enfant, tu es fatigué, tu ne dors pas. C'est pour ça que les gens font du mal aux enfants. Ils n'ont pas d'aide. Ils n'ont pas été chercher de l'aide. Et puis, ça s'accumule. Et puis, on voit des fois, les gens font du tort aux enfants. Donc, il faut vraiment être alerte ou bien en parler. Maintenant, je suis consciente, je suis alerte. Mais avant ça, je ne savais pas pourquoi on m'avait donné le flyer. So, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, c'est très bien. Il y a quelque chose que j'aimerais ajouter également. Dans tout ça, il y a un aspect culturel. Pour nous, les Haïtiens, il y a un concept culturel. En Haïti, quand une femme présente la dépression postpartum, des gens sont dit, ça nous relève en bon créole, lettre montée. Après la naissance du bébé, et puis la femme présente des changements d'humeur. Et puis les personnes, l'entourage de la personne dit, non, c'est Kotri qui fait ça, c'est Féo fait ça. Ça, moun nan communauté l'enragé, le pavle, ouais, si moun, ça relève lettre montée. Maintenant, si la personne n'accepte pas qu'elle a un problème, qu'elle doit avoir un médecin, la personne ne va pas avoir une solution, comme Christy vient de dire. So, si on est attaché au concept culturel de dire, oui, c'est fait, on fait ça, parce qu'il n'y a pas de bien petite là, nous, les Haïtiens sont comme ça. Pour les personnes qui viennent d'Haïti, elle sait très bien de quoi je parle et je crois vraiment que c'est lettre montée, c'est fait, on fait ça. Mais immédiatement que la personne est bien éduquée, elle sait qu'après la grossesse, ça peut arriver, la personne a cherché de l'aide, comme Christy vient de dire, la personne peut trouver une solution. Sans quoi, c'est le chaos. Le sujet est vraiment d'intérêt pour tout le monde. D'autres questions se sont ajoutées sur le chat. Il y a encore 3 questions. Je vais prendre une d'entre elles avant de laisser la place à Dari pour les questions à main levée. Et la question suivante est celle-ci. Comment aider une personne qui vient de faire un avortement, qui résiste à l'aide ou qui reste fermée dans sa bulle? Est-ce que vous avez bien saisi la question? Oui, c'est une très belle question. Et, Christy, tu veux parler avant moi ou je peux continuer? Bon, je peux ajouter un élément. Donc, quelqu'un qui vient de faire un avortement, j'imagine que c'est une situation qui est très éprouvante, surtout dans les conditions que ça a été fait, qu'est-ce qui l'a poussé à le faire, peu importe. Si la personne se sent d'une certaine façon, se sent vraiment accablée ou quoi que ce soit, encore une fois, je le redis, il faut chercher de l'aide. Yeah, c'est très bien. So, je peux ajouter, il y a plusieurs types d'avortements par rapport au problème concerné. Il y a des avortements clandestins. Si la personne a fait un avortement clandestin,
le problème est encore pire parce que nous savons que dans notre pays, quand une femme est tombée enceinte, la personne n'est pas mariée, la situation économique, certaines femmes ne font pas garder l'enfant. Elles vont voir un médecin pour faire l'avortement. C'est l'avortement clandestin qui n'est pas officiel. À ce moment, la personne a un épée à deux tranchants. Non seulement ça affecte sa personnalité et ensuite sa situation par rapport au milieu qu'elle évolue, ça va avoir des impacts sur sa santé. Maintenant, l'avortement officiel, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé et ces femmes-là ne peuvent pas garder l'enfant. Par exemple, les personnes qui ont les fibromes, les kystes, tout ça, les saignements, l'hémorragie, les problèmes cardiaques. Donc, ça a suscité un avortement normal. Donc, le problème également est tout à fait compliqué parce que la personne veut l'enfant, elle veut garder l'enfant, mais la santé, le corps ne répond pas à la grossesse, elle n'a pas le choix de faire l'avortement. Donc, dans ces deux cas, les approches sont différentes. Les approches sont différentes. Donc, c'est de savoir que je suis en stress, je suis sur l'anxiété, je dois avoir une personne concernée pour m'aider à trouver une solution à mon problème, peu importe le degré du stress, le degré de la dépression, il faut chercher de l'aide, c'est là la solution. Maintenant, nous voulons donner la chance à Gilbert de poser sa question. Ton micro est fermé, Gilbert. OK. Gilbert, vas-y. Oui, je remercie Christine. On ne t'entend pas, Gilbert. Tu es sur mute. Oui, je... Tu es encore sur mute, je vais essayer de t'activer à distance. Non. Yuri, est-ce que tu peux essayer de réactiver? Je vais essayer. Ça ne bouge pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant c'est correct. Oui, OK. Oui, je remercie Christine et Tania pour cette belle présentation. C'est très joli. Ma question, c'est que quand une personne souffre de maladie cardiovasculaire, est-ce que cette personne peut avoir des dépressions aussi dans sa vie? OK, merci. Oui, quand j'avais démontré la physiopathologie de la dépression, les maladies cardiovasculaires, ce sont des maladies très compliquées et les traitements sont vraiment compliqués. Maintenant, par rapport à la dépression en elle-même peut causer les maladies cardiovasculaires. Voilà ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. La personne vit sous la dépression de façon prolongée et la personne va développer en retour les maladies cardiovasculaires. Parce que lorsque le corps commence à sécréter l'adrénaline de façon prolongée, il y a deux systèmes dans l'organisme, le système sympathique et le système parasympathique. Le corps commence à sécréter des catécholamines. Le rôle des catécholamines, c'est favoriser le battement cardiaque, contrôler la pression artérielle. Quand les catécholamines sécrètent de façon prolongée, le cœur bat plus rapide. Maintenant, la personne va développer la tension artérielle. Et si la tension artérielle n'est pas adressée, maintenant le cœur va affecter. La personne peut avoir le stroke, la personne peut avoir l'ischémie cérébrale, la personne peut avoir n'importe quel problème au niveau de la circulation. Maintenant, il y a des problèmes de maladies cardiovasculaires qui ne sont pas liés au stress. Parce que ces maladies sont parfois héréditaires ou bien la façon de vivre. Il y a des personnes qui mangent mal, qui mangent les fast-food, les aliments qui ne sont pas bons pour la santé. Ça peut les aider à développer les maladies cardiovasculaires. À ce moment-là, quand la personne connaît que cette maladie est chronique, le traitement est en permanence, la personne va développer une anxiété par rapport à cette maladie. Et cette maladie peut entraîner en retour la dépression. C'est vice-versa.
La dépression peut entraîner les maladies cardiovasculaires et les maladies cardiovasculaires. La personne n'est pas vraiment imbue de la façon d'adresser ces maladies et la personne, le médecin dit, vous savez madame, vous êtes diagnostiquée de l'insuffisance cardiaque par exemple. La personne me dit, insuffisance cardiaque, je vais mourir docteur. La personne n'est pas vraiment imbue de la façon de gérer la maladie, d'adapter à la maladie, ça peut développer en retour la dépression. Je peux dire que la dépression, c'est une épée à double tranchant et ces maladies est un problème, ces maladies sont des problèmes pour la santé également parce que le corps humain, à chaque réponse, à chaque situation, le corps réagit de façon différente. Ok, j'ai une autre question. Est-ce que si la personne sent son cœur battre très fort, parce que je connais une personne qui avait beaucoup de problèmes, parfois elle sent son cœur battre très fort, qu'est-ce que cette personne peut faire pour s'aider elle-même? Parce que c'est très difficile maintenant pour elle. Ok, la cause de la palpitation est variée. Il y a certaines personnes qui ont la palpitation, cette palpitation est directement au stress. La personne est sous le stress, le corps sécrète l'adrénaline, par exemple, et puis ça augmente la fréquence cardiaque et puis le cœur commence à palpiter de façon excessive. Il y a des personnes qui prennent des médicaments. Voilà pourquoi il est important de parler à la personne. Est-ce que vous prenez des médicaments? Est-ce que vous prenez du thé? Il y a des thés qui agissent sur le rythme cardiaque. Donc, la palpitation est variée. Il dépend de la cause de la palpitation. Si c'est le stress pour la personne dont tu parles qui cause la palpitation, la personne doit adresser directement quel type de stress et adresser le stress pour trouver une solution. Mais si c'est un médicament, le thé ou une autre chose, la personne doit savoir la cause de cette palpitation en vue de trouver une solution appropriée. OK, on va revenir sur le chat avant de retourner aux questions à main levée. Sur le chat, la prochaine question est la suivante. Est-ce qu'un événement soudain peut amener une personne à se suicider ou y avait-il déjà des antécédents? OK, est-ce qu'un événement soudain peut entraîner une personne à se suicider? C'est ça la question. Ou y avait-il déjà des antécédents? Sœur Christy, tu aimerais dire quelque chose avant que je dise quelque chose? OK, je vais juste dire quelque chose, je vais te laisser ensuite la parole. Concernant le suicide, c'est si la personne était déjà dépressive. Moi, j'ai un collègue de travail qui s'est suicidé. On s'en doutait pas. C'était quelqu'un de vraiment gentil, vraiment qui était là pour nous. La personne, c'est un collègue vraiment en or. Quand tu arrives au travail, c'est lui qui fait ta formation. Il t'aide, il te guide, tape, tout allait bien. Je me rappelle quand je le parlais, il me dit qu'il avait eu une enfance difficile. Son père était alcoolique. Souvent, il me disait que il en voulait à son père. Son père était décédé. Puis son père aussi était très violent envers sa mère et tout. Souvent, on se parlait. Et puis, il me dit que ça a beaucoup bouleversé son enfance. Et aussi, il avait un frère aussi qui s'était suicidé. Et il n'était pas en bon terme avec sa sœur, son frère. Aussi, son style de vie, je pense qu'il n'était pas trop à l'aise avec sa famille. Sa famille n'était pas trop en accord avec son style de vie. Donc, c'est quelqu'un qui avait des facteurs, mais le fait qu'il était joyeux, qu'il était content, qu'il aidait tout le monde, toujours gentil, on ne savait pas. Jusqu'au jour où il est passé à l'acte, puis des collègues qui sont très, très proches de lui, c'est là qu'ils nous ont dit oui, il avait donné des signes, il leur avait dit qu'il avait envie de passer à l'acte et tout, mais eux, ils étaient vraiment proches de lui. Nous, on ne savait pas. Donc, si je prends l'exemple de mon collègue, ce n'est pas généralement un seul événement. Ça va dépendre d'une personne à l'autre. Tout le monde est différent. Il y a une personne, ça va être 2 événements, l'autre, ça va être 3, l'autre, ça va être 4, l'autre, ça va être...
ça va dépendre, chaque personne est différente, on a tous des aptitudes différentes, comment on va, j'ai parlé de ça aussi quand j'ai parlé des facteurs qui vont nous éviter de passer à l'acte. Il y a ça aussi, il y a une balance entre les facteurs de risque et les facteurs qui vont nous éviter de passer à l'acte. Donc, c'est la proportion, dépendamment d'une personne. C'est pas noir sur blanc. C'est vraiment, des fois, il y a des zones grises aussi. Donc, comment dire, un seul événement, souvent, c'est peut-être une accumulation où ça va être, comment dire, la personnalité de la personne aussi, les antécédents, et puis un événement, un divorce, quelque chose, pam, la personne va passer à l'acte. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça va dépendre d'une personne à l'autre. C'est pas noir sur blanc, si, ça. Je ne sais pas si Tania veut rajouter. Oui, ce que j'aimerais ajouter, c'est que... Excusez-moi, si on peut être assez succinct, il nous reste 2 interventions et puis on est déjà à la fin, à la toute fin du programme. Merci bien. OK, très bien. Et vitement, dans les temps passés, on a tendance à dire que le suicide, c'est une étape de la dépression. Mais maintenant, l'Association américaine des maladies mentales, vu en fonction du nombre de personnes qui font le suicide, maintenant, définitivement, le suicide est diagnostiqué comme une maladie. Le suicide n'est pas un symptôme de la dépression, c'est une maladie. Quand la personne a dit « je vais me suicider », systématiquement, on considère la personne est malade, elle doit trouver une solution par rapport avec ce problème. Donc, voilà pourquoi aux États-Unis, quand la personne a une tentative de suicide et cette personne est limitée, il y a des professions que cette personne ne pourra pas exercer parce que le suicide est diagnostiqué comme une maladie. Donc, à n'importe quel moment de la durée, si la personne est malade du suicide, elle peut commettre le suicide à n'importe quel moment de la durée parce que le suicide est une maladie. OK. Merci bien. On a Paul qui a une question sur le chat et qui a levé la main. Et si vous pourriez faire une seule intervention, une seule question également. Et puis après, on va prendre le commentaire qu'il y a dans le chat. Mais malheureusement, on ne peut pas prendre d'autres questions. On comprend bien, c'est un sujet d'intérêt. Peut-être qu'il va y avoir une suite, je ne sais pas. C'est à la direction de décider. Donc, après, ça va être Frère Irli qui va clôturer pour nous. Paul? Oui, vous m'entendez? Oui. Bonsoir à tous. Eh bien, merci pour ce beau sujet, mesdames. Merci à Tania, merci à Christine, qui est ma petite cousine. Je suis fière de toi, Christine. En fait, j'étais en train de penser, je me dis, ce sujet est tellement intéressant. On parle de tout, mais je me dis, qu'en est-il de l'Église? C'est pour ça que j'ai écrit dans le chat, j'ai dit, pourrions-nous dire que certains environnements, que ce soit un environnement familial et même l'Église nous pousse des fois à développer ce stress ou qu'on doit faire face à des jugements des frères et sœurs. Assez souvent, j'ai assisté des fois à la radiation. Puis je me dis, toutes ces pressions que les gens subissent aussi lors des nominations et des fois qu'ils vont se disputer, se chamailler, se battre même, ne peuvent pas pousser un membre d'église au bord du gouffre à passer à l'acte, ne sachant pas si la personne est prédisposée ou a déjà un antécédent de maladie mentale. Donc, comment l'Église peut aider ses membres ou qu'est-ce qu'on pourrait recommander aux dirigeants d'Église à ne pas faire aussi à l'Église pour ne pas pousser les gens à l'acte ou au bord du gouffre? C'est ma question. Oui. C'est très bien. Je ne sais pas si je peux parler maintenant. Vas-y, Tania. Oui, je pense que ce problème peut adresser de façon individuelle et de façon collective. La façon individuelle, c'est que chaque personne, chaque chrétien doit avoir un degré de spiritualité, de savoir qui est Jésus et quelle est votre raison d'être à l'Église. Ça, c'est la façon personnelle. L'Église en soi, c'est de travailler en vue de créer un climat afin que les personnes, les membres d'Église puissent vivre en paix. Donc, chaque personne doit avoir sa part dans ce problème et l'Église en soi, les professionnels, les pasteurs, les premiers anciens, les présidents, les directeurs de jeunesse
et doit travailler pour créer un climat approprié afin que chaque membre finisse par comprendre quel est leur rôle dans l'Église. Merci, Tania. Est-ce qu'on pourrait faire des suggestions aussi aux dirigeants? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK. Il y a une question sur le chat qu'on ne pourra pas prendre, mais qu'on pourra adresser au courriel. Le courriel, rayon d'espoir, rayon avec un S, d'espoir, le tout collé ensemble, 777 @gmail.com. La question de Frère Bernard Selandel, on va le traiter là-dedans. Et je vais lire un commentaire de docteur Raymond Fanor. Un moment, frère Jefté. Je vais m'habiller parce que je dois travailler ce soir. Je vais mettre mon uniforme et je reviens pour 2 minutes. Il n'y a pas de problème, d'accord. Ok, d'accord. Je vais lire un commentaire de Raymond Fanor. Je vais lire pour vous. Je suis docteur Raymond Fanor en santé naturelle et en santé mentale. J'apprécie le fait que vous encouragez les gens de consulter un spécialiste, mais il faut tenir compte du fait que la culture limite bon nombre d'Haïtiens. Je pense qu'il y a quelque chose, un bout qui dans la phrase qui manque, qui limite un bon nombre d'Haïtiens, rejette toute idée d'aller chercher, je dirais, de l'aide appropriée. La question est de savoir comment motiver sans heurter la personne souffrante. Donc, je trouve que c'est un bon commentaire. Est-ce que Christine voudrait réagir là-dessus? Oui, je suis. Oui. Le commentaire de Dr. Fanor, je reprends le commentaire. J'apprécie le fait que vous encouragez les gens de consulter un spécialiste, mais il faut tenir compte du fait que la culture limite bon nombre d'Haïtiens qui rejettent, je me permets d'ajouter qui rejettent toute idée d'aller chercher de l'aide appropriée. La question est de savoir comment motiver sans heurter la personne souffrante. C'est un commentaire, mais aussi c'est une question également. Ouais. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus ou bien sinon on va passer la parole à Frère Irli pour... Oui, je peux réagir là-dessus. Merci, docteur, c'est très bien. Bon, c'est là le bien fondé de ce programme. Parce que on veut former une nouvelle génération d'Haïtiens. C'est là notre objectif. Dans les temps passés, nos premiers parents, les Haïtiens, ils ont mal compris le concept santé et mentale. En Haïti, quand une personne a un problème mental, on a tendance de dire, c'est faire ça, c'est voyer sous lit. C'est ça l'Haïtien. Maintenant, nous, Dieu nous a donné la possibilité d'aller à l'école et nous avons la connaissance de Dieu en nous. Et Dieu est le maître de la connaissance, Dieu est l'instigateur de la connaissance. Donc, nous voulons avoir une nouvelle génération de personnes qui croient que oui, on peut avoir des problèmes mentaux, on doit chercher des solutions. On ne va pas dire oui, vous n'êtes pas bon, c'est parce que vous êtes archaïque. Non, on ne va pas dire ça, mais on va voir que la science évolue par rapport à la connaissance que Dieu nous a donnée. Il est important maintenant de laisser de côté les tabous, les mauvaises croyances, mais d'apprendre à savoir que la connaissance vient de Dieu. Quand on a un problème, on doit avoir un spécialiste. Merci bien, merci. C'était vraiment un sujet pour moi. Je n'ai pas posé de questions, mais c'est un sujet vraiment palpitant d'intérêt. Et juste à voir les réactions dans le chat. Maintenant, je laisse la parole à Frère Irli, notre président, et avant de terminer finalement. Merci tout le monde d'avoir pris une part active à ce sujet. C'est vraiment important. Et on va rappeler à l'auditoire que nous allons avoir une chaîne YouTube pour avoir accès à cette présentation. Et nous voulons terminer avec un dernier mot d'encouragement. Et nous avons vu dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ont subi cette anxiété ou dépression, comme Job. Et comme Paul Carmel avait bien mentionné, même au sein de l'Église, on a vu les amis de Job le décourager dans sa situation.
mais Job a dû pardonner ses amis et Dieu l'a rétabli dans son premier état et l'a béni. Fait que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne veut pas passer par des moments de trouble, mais aussi que la foi en Dieu est vraiment importante. Il y avait eu un sondage rapidement de 400 000 personnes par le Center for Bible Engagement. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué lorsqu'ils ont fait un test de 8 à 80 d'une population mondiale? Ils ont remarqué que les gens qui passaient du temps dans la parole de Dieu avaient beaucoup de chances de s'en sortir de leurs épreuves, de leur anxiété, de leur dépression et de leurs mauvaises habitudes. Fait que dans le sondage, il était dit qu'une personne qui lit sa Bible une fois par semaine n'avait pas vraiment de changement. Tandis que 2 fois, pas encore. Mais le 3e jour, il y avait un battement de cœur où ce que la personne commence à avoir un attachement vers Dieu. Et le 4e jour, il y a eu un pic. Et cela, on remarque que si vous lisez votre Bible 4 fois par semaine, 32% surmontent les crises de colère, 57% surmontent l'alcoolisme, 59% sont moins susceptibles à regarder de la pornographie, 30% sont moins susceptibles de lutter contre la solitude. Fait que c'est pour vous dire, juste en lisant la Bible, on parlait du lobe frontal ultérieurement, que si notre esprit est fixé sur Dieu, il y a beaucoup de problèmes qui vont diminuer. C'est sûr qu'il faudra chercher de l'aide si ça se prolonge, mais nous devons avoir des systèmes de défense. Et la parole de Dieu est un système de défense. Et je veux finir avec quelques versets. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu ne fait exception de personne, que vous soyez chrétien ou pas. Si vous venez à lui, il veut vous sauver. Et maintenant, beaucoup de personnes vivent dans la culpabilité. Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. C'est juste Jésus qui a été juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et 1 Jean 2, 1 à 2 nous dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les autres, mais aussi pour ceux du monde entier. Cette présentation est pour tout le monde. Et si vous contemplez Jésus, voilà qu'est-ce qui va vous arriver. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur de l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Fait que nous avons vu que si nous passons du temps, Dieu est prêt à nous pardonner et il est prêt à prendre nos péchés. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Fait que j'aimerais rappeler à tout le monde que nous sommes contents de vous avoir eu sur la chaîne Le Rayon d'Espoir et nous vous rappelons aussi par rapport au email, au courriel, pour contacter l'équipe. Nous voulons aussi vous aider à chercher de l'aide dans votre région où ce que vous vous trouvez. Fait que ça se peut que vous ayez trop de stress pour faire ce travail-là, mais si vous nous contactez, on va vous mettre en contact avec soit une église, soit un centre, soit un hôpital et vous aider. Mais n'oubliez pas, pour ceux qui habitent à Montréal, il y a le centre Il est écrit qui fournit une aide sur la dépression, surmonterladépression.ca. Fait que dans la région d'Ottawa et de l'Outaouais en Ontario, au Québec, il y a des groupes de prière aussi. Et pour le suicide et jeunesse écoute. Fait que nous avons une panoplie. Peut-être que vous n'allez pas avoir le temps de prendre tout ça en note, mais on est prêt à vous transmettre l'information si vous nous contactez par email.
Et notre prochain sujet sera la création versus l'évolution, qui sera dans un même dimanche, le 7 février, de 5h à 6h30. Excusez-nous pour le débordement aujourd'hui. Et pour terminer, nous allons avoir la dernière prière avec notre frère Jephté. Inclinons-nous. Céleste Père, nous te disons merci infiniment. Merci parce que tu nous as appelés pour être de ceux-là qui veulent répandre l'espoir dans un monde en désespoir. Seigneur, aide-nous à être ces gens qui doivent briller, qui doivent rayonner autour de nous. Merci pour ce premier lancement, que tu puisses bénir chaque participant et participante et permettre au Dieu que les autres sujets soient tout aussi attirants, motivants, utiles pour vraiment aider les gens qui font face à certaines difficultés et aussi à mieux te connaître, ô Éternel. Ô Père, bénis chacun d'entre nous, bénis le groupe, bénis aussi chaque participant et participante ainsi que les membres de leur famille. Fais-nous passer une très belle soirée, une très belle semaine et permets au Dieu que nous puissions continuer de compter sur toi, peu importe les situations désespérantes autour de nous, que nous puissions comprendre que toi, tu es au contrôle de tout cela. Et quand nous appuyons sur toi, nous n'avons plus rien à craindre, même s'il y a toujours des situations difficiles pour nous. Nous te demandons pardon pour toutes nos fautes et nos offenses. Nous t'adressons cette requête dans le nom de Jésus, ton Fils, lui vivant et régnant dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci à tous et bonne soirée. Amen.